Le 27 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury, en français Fury Epic, qui a abouti à l'assassinat du guide iranien Ali Khamenei. Dans un mini-documentaire intitulé Les coulisses de la mort d'Ali Khamenei, France 24 explique que l'opération a nécessité plusieurs mois de préparation. Il a d'abord fallu que les deux dirigeants se mettent d'accord, Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Ensuite, que les services de renseignements américains et israéliens, la CIA et le Mossad travaillent main dans la main. Le point de départ a été l'opération Rising Lion, cette guerre de 12 jours en juin 2025, durant laquelle Washington et l'État hébreu avaient frappé des sites militaires et nucléaires clés en Iran. Lors de cette guerre, Ali Khamenei avait disparu très profondément sous terre dans son bunker, donc difficile de l'atteindre, ce qui était déjà visiblement l'intention de Trump et de Netanyahu. Après la fin de cette guerre, la CIA et le Mossad ont mis toutes leurs informations en commun grâce à leurs espions sur le terrain et aux sources au sein du régime iranien qui coopèrent avec la CIA et le Mossad, grâce aussi aux écoutes téléphoniques et à la surveillance satellitaire selon plusieurs analystes. La décision d'attaquer l'Iran aurait été prise le 11 février lors de la visite de Benjamin Netanyahu à Washington. D'après la BBC, ils se seront entretenus pendant près de 3 heures dans une réunion inhabituellement discrète. Dans la semaine qui a suivi, le directeur du Mossad, David Barnea, s'est rendu à Washington à 2 reprises, suivi par le chef du renseignement militaire israélien et le chef d'état-major du Tzahal, une coopération qui a porté ses fruits. Ils ont réussi à obtenir les habitudes de communication du guide iranien. Ces déplacements, grâce à des drones furtifs et des satellites, les horaires de ces déplacements et l'emplacement des responsables des services de renseignement iraniens. C'est comme ça qu'ils ont su qu'une réunion de hauts responsables allait se tenir samedi 28 février dans un complexe à Téhéran en soirée et selon la CIA, le guide iranien serait présent. Mais la veille, c'est le Mossad qui détecte que la réunion a été avancée au matin. L'opération est alors déclenchée plus tôt que prévu. À 6 h du matin débute Epic Fury et à 8 h 30 précisément, les 30 bombes de 50 kg chacune ont pénétré jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur au-dessus du complexe. Ali Khamenei est donc tué ainsi que plusieurs personnalités de haut rang comme Mohammad Paktou, la tête des gardiens de la révolution, et Ali Chamani, le conseiller du guide. Ainsi relaté, cela paraît normal et provoque même de l'admiration pour certains. Mais comme le dit Jean-Pierre Becquelot, pour nous, l'Amérique, l'Israël, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, tout cela se résume à une seule figure, l'homme blanc. Cet homme qui s'est ainsi défini pour mieux se détacher des ténèbres que nous, les Noirs, incarnions à ses yeux. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre ce que l'homme blanc peut se permettre sans provoquer l'indignation de la planète entière. Ou plus précisément, sans que ses frères ne soient choqués, ou du moins sans qu'ils n'expriment leur désapprobation à la hauteur de la violence ainsi déployée. L'homme blanc est vraiment privilégié. Inutile de préciser que si l'auteur de ces actes était un frère noir, il aurait immédiatement subi toutes les foudres et aurait été sûrement réduit au silence, comme le furent Martin Luther King ou Malcolm X, pour ne citer que ces deux, qui n'ont commis aucune violence, et pire, qui prônaient un monde où on pourrait vivre ensemble en paix, pour Martin Luther King. Il suffit de voir le mal que nous, Africains, nous donnons pour amener l'homme blanc à qualifier de génocide ou d'extermination, ce qu'il a fait aux Indiens d'Amérique, aux Hereros de Namibie, pour ne citer que ces deux-là. Regardez la peine que nous avons à obtenir que la France reconnaisse qu'elle a tué plus d'1 million de Camerounais qui réclamaient leur libération du colonialisme. Au mieux, on nous propose des rapports fabriqués avec la complicité des nôtres qui ne reconnaissent aucun crime, ne disent pas « nous avons tué Oumniobé, nous avons tué Félix Moumié » et ne disent pas « nous avons mal agi ». Un rapport où ils ne demandent pas pardon et surtout ne jurent pas de changer de comportement. Et c'est là tout le problème. Ce refus obstiné de reconnaître sa faute et puis cette incapacité à demander pardon. C'est pour nous dire que ce comportement est notre norme. Chez nous au Cameroun, on dirait c'est l'heure comme ça. Alors oui, ce programme funeste est toujours à l'ordre du jour et nous en payons les frais tous les jours. La course aux armements, la vente d'armes et surtout la volonté de maintenir les nous comme ça à un niveau où ils nous vendent les armes et nous forment pour que nous nous entretuions. Quand bien même ils viennent faire la paix chez nous, c'est encore avec les armes. L'homme blanc, nous l'écoutons à la radio nous fournit des explications pour justifier l'injustifiable, des choses qu'aucune culture africaine ne tolérerait. Mais en Afrique, on l'écoute. Et ainsi, ce qu'il a fait devient normal, y compris à nos propres yeux. Non, il faut rompre avec tout cela.
S'il ne se désolidarise pas de ce que ses frères sont en train de faire à d'autres hommes, nous avons le devoir de nous désolidariser. Nous devons oser le nommer, oser l'identifier et dire tout haut et fort que nous n'appartenons pas à cette race humaine, à cette espèce dont Trump est devenu l'incarnation et la norme. Oui, il est temps de jouer la carte raciale parce que nous, les peuples qui avons été colonisés, esclavagisés, génocidés, exterminés, invisibilisés, devons crier haut et fort que l'espèce humaine qui est la nôtre ne connaît pas ce type d'humanité. Nous devons refuser cette campagne médiatique qui banalise et normalise l'horreur, l'innommable, l'affreux de l'homme blanc. Nous devons défendre une autre idée de l'homme et du monde.